Écoutez, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a signé un accord extrêmement significatif à l'occasion de son séjour à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a rencontré son alter ego de la Fédération de Russie, le ministre Sergueï Lavrov, que j'appelle Abdoulaye Lavrov, tout comme j'appelle Abdoulaye Diop, eh bien, Sergueï Diop. Sergueï Diop et Abdoulaye Lavrov, tellement ils s'entendent à merveille, se sont retrouvés pour signer un accord dont les termes pourraient échapper à ceux qui ne sont pas vigilants. C'est un accord qui porte sur l'armement dans l'espace, c'est-à-dire l'armement dans le domaine où se trouvent justement les satellites, l'armement dans le domaine où voyagent les satellites, satellites militaires, satellites commerciaux, satellites scientifiques. Dans ce domaine-là, le Mali et la Russie ont signé un accord. Les termes de cet accord méritent d'être entendus. Je donne la parole ici au petit résumé qui en a été fait par la presse internationale et que j'ai publié sur ma page. Que dit le résumé? Que dit le résumé? Je vous retrouve ça tout de suite. Je vous retrouve ça tout de suite. Hop. Je vous montre ça. Sergueï Lavrov et Abdoulaye Diop ont signé le 26 septembre un accord sur le non-déploiement en premier d'armes dans l'espace. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les ministres ont aussi discuté du renforcement ultérieur des relations amicales et de la situation dans la région saharo-sahélienne. La partie russe a confirmé son engagement à continuer de contribuer à la stabilisation du Mali, y compris au sein de l'ONU. Armes dans l'espace. La Russie et le Mali signent une déclaration commune. Sergueï Lavrov et Abdoulaye Diop ont signé le 26 septembre un accord sur le non-déploiement en premier d'armes dans l'espace. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les ministres ont aussi discuté du renforcement ultérieur des relations amicales et de la situation dans la région saharo-sahélienne. La partie russe a confirmé son engagement à continuer de contribuer à la stabilisation du Mali, y compris au sein de l'ONU. Armes dans l'espace. La Russie et le Mali signent une déclaration commune. Sergueï Lavrov et Abdoulaye Diop ont signé le 26 septembre un accord sur le non-déploiement en premier d'armes dans l'espace. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les ministres ont aussi discuté du renforcement ultérieur des relations amicales et de la situation dans la région saharo-sahélienne. La partie russe a confirmé son engagement à continuer de contribuer à la stabilisation du Mali, y compris au sein de l'ONU. Armes dans l'espace. La Russie et le Mali. Je vous ai fait écouter 3 fois. Mes chers amis, je vous ai fait écouter 3 fois. Eh bien, le résumé de l'objet de l'accord. Le Mali et la Russie signent un accord pour s'engager à ne pas être les premiers, à installer des armes de guerre dans l'espace. Que signifie cette formule? C'est une formule qui est riche d'enseignements. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas être les premiers. Ce qui veut dire que si quelqu'un installe des armes dans l'espace, eux, ils seront les deuxièmes. En français diplomatique complexe, c'est ça que ça veut dire. Ils disent qu'ils ne seront pas les premiers à placer des armes dans l'espace. C'est-à-dire que si les autres le font, eux aussi vont le faire. Or, par là, un renseignement nous est donné. C'est-à-dire que l'OTAN est en train de vouloir placer des armes dans l'espace, pour pouvoir combattre ses ennemis. Et le Mali est intéressé par cette affaire, parce que le Mali sait que désormais, les terroristes soutenus par l'OTAN depuis 2011 pour déstabiliser l'Afrique sont armés de drones qui sont guidés par satellites. Et les satellites qui guident ces drones sont des armes dans l'espace. Puisque ce sont des satellites militaires qui se placent au-dessus du Mali pour pouvoir renseigner les troupes ennemies. Et entre autres, justement, les groupes terroristes. Donc, il y a un renseignement extraordinaire qui nous est donné. Le Mali et la Russie nous préviennent qu'il y a des armes qui sont en train d'être placées dans l'espace contre les Africains. Vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris? Écrivez cela. Le Mali et la Russie, à travers cet accord, nous informe de facto qu'il y a déjà des puissances
qui ont placé des armes au-dessus du ciel africain. Et que les satellites militaires qui coordonnent les opérations des drones, y compris des drones terroristes, sont en réalité des armes qui sont placées sur le ciel d'Afrique. Je vous avais dit que la prochaine grande guerre africaine sera une guerre spatiale. Que ce sera une guerre de drones. Je vous l'avais dit. Oui ou non? Vous n'êtes pas surpris. La Russie et le Mali disent, nous on ne sera pas les premiers. Ça veut aussi dire, vous avez déjà, vous, le bloc occidental, c'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la France. Vous avez déjà positionné des satellites militaires contre nous dans l'espace. Vous nous combattez en utilisant vos satellites militaires déjà. Nous allons vous emboîter le pas. C'est ça le message que la Russie et le Mali donnent. Nous ne serons pas les premiers à placer des armes dans le ciel africain. Mais nous serons obligés de placer des armes pour nous défendre contre les premiers à avoir placé des armes. Vous avez compris? C'est ça le subtil renseignement qui nous est donné par la déclaration et par l'accord. Voilà le renseignement qui nous est donné par cette déclaration et par cet accord. Mais il y a autre chose qui a été dit. La Russie s'engage à toujours soutenir la stabilité du Mali, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a des forces qui veulent déstabiliser le Mali. Mais quelles sont-elles? Quelle question? Les forces de l'OTAN. Les trois puissances occidentales de l'OTAN voient d'un mauvais œil la souveraineté du Mali, la souveraineté du Burkina Faso, la souveraineté du Niger, qui sont sortis de la chasse gardée du néocolonialisme français. Quand la Russie dit qu'elle va veiller à la stabilité du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie veut dire qu'elle va utiliser son veto chaque fois qu'on voudra prendre des résolutions pour agresser le Mali. Parce que ça ne vous a pas échappé. Il y a une littérature qui se déploie dans la presse politique occidentale pour dire que le Mali, le Burkina et le Niger ont été capables d'empêcher que le terrorisme se répande vers le golfe de Guinée. Par conséquent, ces trois pays deviennent une menace pour la paix et la sécurité internationale, conformément au terme du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui dit que si des pays deviennent des sources de menaces pour la paix et la sécurité internationale, alors les grandes puissances ont le droit de les attaquer et d'y ramener la paix et la sécurité internationale. C'est ce que dit en substance le chapitre 7 de la Charte de l'ONU. La Russie a bien vu que les grandes puissances occidentales essayent d'utiliser la Charte de l'ONU contre l'AES, essayent de justifier des campagnes guerrières punitives contre le Mali, le Burkina et le Niger, au motif que ceci, précisément, alors il y a quelqu'un qui nous dérange là, on va le barrer, voilà. On va le barrer comme ça, il ne va plus venir nous déranger. Allez, au diable Abdou. Abdou, au diable. Va au diable. Voilà. J'avais demandé au fiston de s'occuper de ces gens-là comme ça. Il les bloque, mon modérateur. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas vu ça depuis. On va avoir des équipes de modérateurs très alertes maintenant pour les individus satanés. Alors, donc je tenais à dire que c'est bien parce qu'il y a une tentation d'instrumentaliser la déstabilisation du Sahel comme une cause nécessitant une intervention internationale que la Russie a prévenu tout le monde qu'il n'y aura pas de résolution des Nations Unies, passée que ce soit par la France, que ce soit par les États-Unis d'Amérique, ou que ce soit par la Grande-Bretagne, permettant une intervention au Sahel. C'est terminé. C'est pour ça que Lavrov a dit à son ami Diop, nous veillons à la stabilité du Mali, y compris au Conseil de sécurité. Ça veut dire quoi? On ne va pas laisser passer une résolution ici. Si quelqu'un veut vous attaquer, il va vous attaquer illégalement. Et nous, on va lui répliquer ensemble. C'est ça le message. Si quelqu'un veut vous attaquer, il va vous attaquer d'abord illégalement. Ce sera hors du droit international. Et ça va se régler entre garçons.
Voilà le message de la Russie. Et l'accord signé avec le Mali signifie que si des gens utilisent des infrastructures militaires dans l'espace contre le Mali, la Russie s'engage aux côtés du Mali à répliquer à cette utilisation. Ce qui veut dire que nous pourrions être aux portes d'une guerre des satellites. La guerre là, qui menace le monde, sera aussi une guerre intersatellitaire. Il y a des pays qui disposent de la technologie de missiles satellitaires. Et parmi ces pays, les plus avancés sont la Russie, la Chine, les États-Unis. La France même est en retard, selon les informations que j'ai lues. La Chine, la Russie, les États-Unis ont énormément progressé dans la fabrication des armes permettant de détruire des satellites les uns des autres. Donc, la confrontation que nous voyons là pourrait être aussi une confrontation dans l'espace. D'ailleurs, la plupart des grandes puissances ont maintenant une division de leur armée qui s'appelle l'armée de l'espace. C'est le cas par exemple pour la France, même si elle n'est pas une puissance spatiale comparable aux États-Unis, à la Chine ou à la Russie. Ce que j'ai entendu là, à New York, c'est un avertissement qui est donné au bloc occidental. Et cet avertissement a tiré des leçons de Tinzawaten. À Tinzawaten, des drones qui étaient renseignés par des satellites militaires depuis le ciel, des drones ont attaqué, permis de tuer des soldats maliens et des soldats russes. Les Russes et les Maliens ont écrit ça quelque part. Nous savons comment nous avons été attaqués. Nous avons été attaqués sol-sol, et nous avons aussi été attaqués air-sol. Par conséquent, la prochaine fois, on va répondre air-air, on va répondre sol-sol, on va répondre sol-air, et on va répondre air-sol. Ça sera bataille sur tous les fronts. C'est ça le message de cet accord. Et il fallait le comprendre, parce que c'est dit dans des termes diplomatiques qui peuvent échapper à la vigilance de ceux qui ne lisent pas entre les lignes. C'est ça le message qui est lancé. Et je tenais à ce que l'Afrique le reçoive 5 sur 5. J'approuve ce message. L'Afrique doit être défendue. Tous ceux qui attaquent l'Afrique, obligent les Africains à développer les technologies de la défense et de la sécurité. Les Africains ne peuvent pas compter sur la pitié pour protéger leur continent. Ils ne peuvent pas compter sur la gentillesse des gens pour protéger leur pays, leur peuple, leur communauté, leur maison, leur ville, leur terre. L'Afrique doit devenir un continent de haute technologie sécuritaire et de haute technologie de défense. Nous n'avons pas le choix. Nos arrière-grands-parents furent surpris à un moment où leur technologie de défense avait décliné. Nous ne devons plus nous permettre de baisser. Les Africaines et les Africains doivent continuer à investir dans les technologies de défense et de sécurité afin d'obliger les méchants à nous craindre. Parce que les méchants ne connaissent pas d'autre langage que celui du rapport de force. Ils ne respectent que ce qu'ils craignent d'abord. Le respect moral, les méchants n'en ont cure. Ils n'ont rien à foutre du respect moral. Celui de l'âme envers l'âme. Ils ne connaissent que les rapports de force. Citation du représentant permanent des États-Unis aux Nations Unies. Il a dit ceci. Mais nous possédons le droit de veto et nous en faisons usage. Je n'ai pas besoin d'en donner une plus grande justification. Fin de citation. Voilà ce qu'a dit le représentant permanent des États-Unis aux Nations Unies. Nous, Américains, nous possédons le droit de veto. Et nous avons l'intention d'en faire usage, sans avoir besoin pour cela d'en référer à qui que ce soit. C'est un droit qui est dû à notre puissance. Bon, très bien. Eh bien, la Russie possède le même droit. La Chine aussi. Les Africains aussi vont s'octroyer le même droit en augmentant leur puissance. Ils vont devenir des superpuissances militaires et ils auront le droit de veto sur tout ce qui concerne l'Afrique. C'est tout. On a bien compris que c'est cela. Vous voulez que les loups hurlent avec les loups pour que la terre se calme. Mais l'Afrique a compris qu'il va falloir hurler avec les loups. Et Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani, Ibrahim Traoré sont déterminés à hurler avec les loups. D'où l'alliance aérospatiale malio-russe. C'est une alliance pour hurler avec les loups. C'est, vous vous permettez de filmer nos camps militaires.
à partir de vos satellites. Ce qui est une action en réalité hostile. Filmer les bases militaires d'un pays, filmer l'appareil de défense d'un pays et le mettre dans les journaux. J'espère que vous savez qu'il s'agit là d'un acte d'espionnage. Le satellite qui a filmé ça, si l'armée malienne pouvait l'attraper, elle le mettrait en 1000 morceaux. Et elle aurait raison. De quel droit vous filmez les bases militaires stratégiques d'un pays en proie au terrorisme, si ce n'est pas pour renseigner abondamment les terroristes? Si le Mali avait une technologie satellitaire, une capacité de combat satellitaire, ben tous les satellites qui s'amusent à filmer son sol sans son autorisation, il les flingue et la vie continue. Et c'est parce que les Africains ont quitté le terrain de la haute technologie de défense que les Africains sont méprisés partout sur la terre. Parce que on nous regarde et on dit, mais ils ont qui derrière eux? Ils n'ont personne. Hein? Comme le disait Staline, ou même Hitler. Quand tu leur présentais un homme politique, ils disaient toujours, il a combien de divisions, lui? Il a combien de divisions? Tout est analysé en rapport de force. Les Africains ne croient pas aux rapports de force, mais ils sont obligés de les construire. Nous croyons en des valeurs supérieures à la force. Les valeurs de vérité, de justice et de solidarité humaine. Mais nous sommes obligés de développer et d'acquérir la force. Parce que la méchanceté du monde ne nous en laisse pas le choix. Le monde est méchant. Chez nous, à Douala, on dit « Opsa et bat ». Le dehors, c'est mauvais. Mais le dehors est mauvais à tous les sens possibles du terme, même pour les États. Le dehors est très mauvais. Thomas Hobbes, dans le livre qui est là-bas, là, le Léviathan, dit que l'espace international est en réalité un état de nature, dans lequel règnent des rapports aussi féroces que ceux qu'on observe dans la jungle. Fin de citation. C'est ce que Thomas Hobbes a observé. Que l'espace international, mais c'est une jungle en fait. Le droit international lui-même n'est que l'équilibre du rapport de force entre les puissances. Ce sont les puissances qui écrivent le droit. Et elles en profitent pour écrire leurs droits. Pour protéger leurs droits dans le marbre. N'est-ce pas? Très bien. Alors, on va aborder le dernier sujet de cette émission, qui dure maintenant déjà 1h21. Nous allons pouvoir conclure cette émission, mes chers amis, en abordant le dernier sujet. Alors, très bien. De quoi voulais-je vous parler? Alors, les attaques du régime colonialiste de Netanyahou au Moyen-Orient servent d'avertissement aux Africains. Moi, je suis de très près l'actualité au Moyen-Orient et la guerre israélo-libanaise qui est en cours, tout comme la guerre israélo-palestinienne. J'observe avec beaucoup d'étonnement que les pays habitués à bassiner les Africains avec le respect de la démocratie, des droits de l'homme, la protection des innocents, bassiner le Mali, bassiner le Niger, bassiner le Burkina Faso, avec des histoires de « Oh, vous avez commis des crimes de guerre », ces pays se taisent. Pendant qu'Israël est en train de tuer, après près de 50 000 Palestiniens, dont une écrasante majorité de civils, Israël est en train de tuer les Libanais. L'armée coloniale israélienne est en train de tuer les Libanais. Et le monde est tellement devenu lâche que le simple fait de le dire est considéré comme une révolution. Je dis, oh, quand vous ouvrez votre télé, vous voyez qu'on tire sur une ville et qu'on tire sur les habitations civiles. Les immeubles des habitants civils s'effondrent. Qu'est-ce que c'est si ce n'est un génocide? Qu'est-ce que c'est si ce n'est un génocide? Comment on peut tirer sur Beyrouth comme si on était en train de tirer systématiquement sur un camp militaire et on prétend, on dit non, on a visé le QG du Hezbollah. Mais le Hezbollah vit dans un quartier. Le Hezbollah ne possède pas tout un quartier. Le Hezbollah ne possède pas toute la capitale libanaise. Il y a des innocents qui vivent à côté du quartier général du Hezbollah et qui prennent des munitions sur la gueule. Il y a des enfants qui sont tués, des femmes, des hommes de tous les âges qui sont tués par les bombes israéliennes et le monde entier se tait. Et même les Africains se promènent sur les réseaux sociaux pour dire il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Mais si vous ne parlez pas de ça, vous n'êtes pas des hommes. Si vous ne parlez pas de ça, vous n'êtes pas des hommes. Parce que si vous n'en parlez pas, ça veut dire que quand on va nous faire cela, les autres doivent se taire.
Si vous ne prenez pas l'habitude de dénoncer l'inhumanité, partout où vous la voyez, sachez que quand ça va vous arriver, les autres vont faire comme vous. Bon, les Palestiniens, eux, ils ont pris l'habitude, à cause de leur malheur, de ne plus parler du malheur du reste du monde, à cause de l'excès de leur malheur. Ça, c'est leur problème. S'ils ne peuvent pas se rendre compte que il fut un temps où l'organisation de la libération de la Palestine était une véritable sœur des mouvements de libération africains. Les mobilisations se faisaient en synchronie entre l'OLP et les mouvements africains de libération. Cette solidarité-là a disparu, sans doute parce que l'idéologie révolutionnaire, mondialiste, internationaliste de l'OLP, elle-même a fondu comme beurre au soleil devant le pouvoir du libéralisme, du néolibéralisme, le pouvoir du dollar. Mais enfin, quand même, on ne peut pas tirer sur les immeubles d'habitation comme on l'a vu à Gaza et nous nous taisons. Si nous nous taisons, quand on va tirer sur nos immeubles d'habitation, pourquoi voulons-nous que le monde entier, pourquoi allons-nous crier à la face du monde entier? Dénonçons les injustices flagrantes. Donc, vous voyez très bien le 2 poids 2 mesures. Le Mali n'a pas eu à connaître le quart des exactions qu'Israël est en train de commettre en Palestine. Le quart des exactions qu'Israël commet au Liban n'a pas eu lieu au Mali en 10 ans. C'est-à-dire que les accusations portées contre l'armée malienne en 10 ans ne valent pas. Elles ne valent pas celles qu'on peut porter avec preuve contre l'armée israélienne aujourd'hui. Mais est-ce que vous voyez le 2 poids 2 mesures sur les médias? J'ai ouvert LCI. Il y avait un monsieur là qui expliquait comment l'armée israélienne va racler le Liban, raser le Liban, et qui disait que désormais on ne peut plus lui opposer la question des innocents, tout ça là, ça fait partie des victimes collatérales de guerre. Lui, il est assis à Paris, il dit ça. Alors que quand Paris s'est mis à brûler, ils sont venus chercher les Africains pour aller combattre les nazis à leur place. Ça me rappelle exactement cette mentalité, cette lâcheté hypocrite des colonialistes et des néocolonialistes. Chaque fois qu'ils ont été en guerre ici, ils sont allés chercher les Africains pour les envoyer devant. Une fois que la paix vient, ils passent pour des courageux. Ils sont assis sur les radios télé. Alors, ça ne va pas se passer comme ça. Pourtant, ils n'ont jamais été capables de gagner une guerre. Sans aller chercher le monde entier pour faire leur guerre. Comme le disait Yambo Wologem. C'est-à-dire que parfois, quand j'ouvre LCI, j'ai pitié de l'effondrement de l'esprit critique en France. Les innocents qui sont tués en Palestine. Les innocents qui sont tués au Liban. Comment pouvons-nous passer des jours, des semaines, sans considérer que, en tant qu'Africains qui dénonçons le terrorisme, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, nous avons des devoirs d'humanité envers ces gens-là. Même si eux, ils ne savent pas, nous, on sait. La philosophie du chacun pour soi devrait aboutir à tais-toi quand ça arrive chez toi. Le problème, c'est que quand ça arrive chez toi, toi et moi, qui nous regardons, on ne se tait pas. Mais si on ne se tait pas, ça veut dire qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. On ne peut pas être là en train d'écraser Beyrouth, en train de tuer des civils. On nous passe ça en boucle à la télé et nous nous taisons. Nous avons peur de quoi? Qu'est-ce que nous n'avons pas connu, nous, Africains? On a tout connu. Nous avons connu les génocides, les exterminations, les déportations. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? On a même tenté de nous faire disparaître par des stérilisations. Oui ou non? Vous tremblez encore pourquoi on a déjà tout vu. Nos ancêtres sont déjà morts de toutes les façons possibles. Vous tremblez encore pourquoi? Alors que maintenant, on a l'opportunité par la mobilisation, la conscientisation de nos masses, de protéger nos communautés à tout jamais de cette ignominie que la langue bambara appelle monnaie. C'est l'humiliation honteuse, la honte humiliante. La honte honteuse. Il faut s'armer de courage et ne pas laisser sans dénoncer les grands crimes que des nations colonialistes commettent. Il faut les dénoncer. Et tous ensemble, plus nombreux nous sommes à le faire, plus il sera impossible à qui que ce soit de vouloir nous présenter comme étant des haineux. Nous sommes pour le monde multipolaire, le respect de la souveraineté de chaque peuple. Nous ne sommes pas pour les exterminations, les génocides, les massacres. Nous ne sommes pas pour la haine. Nous voulons la justice. Et de cette justice, une vraie paix. Je finis là-dessus. Je suis très heureux que la justice africaine ait commencé à écouter notre cri.
J'ai crié pendant des décennies et des décennies. Toutes les personnalités politiques étrangères, tous les dirigeants étrangers qui, de près ou de loin, ont participé à des actions, ont déclenché des actions de violence contre l'Afrique, provoquant des morts d'hommes en Afrique. Les magistrats africains doivent les juger et les condamner. Même si l'Afrique ne dispose pas encore de moyens de faire appliquer des mandats internationaux contre ceux qui ont saccagé la Libye, tué Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel, provoquer des morts au Mali, au Burkina, au Niger, au Cameroun, au Tchad, au Nigeria, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Même si aujourd'hui, ces pays n'ont pas une puissance de mandat leur permettant d'arrêter ceux qui ont organisé la déstabilisation, il faut que ce soit inscrit dans les livres de droit que les dirigeants étrangers qui ont organisé les actes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ont été dûment condamnés. Et que ce soit la responsabilité des générations actuelles et futures de se donner les moyens d'arrêter tout ou partie de ces criminels. Regardez la facilité avec laquelle on nous traîne en justice, ici, en France, pour nous intimider, pour nous réduire au silence. Regardez la facilité. Mes amis africains, comme m'a regretté Nana qui m'a offert ce boubou bazin, mes amis me donnent des cadeaux. Je prends les cadeaux que mes amis me donnent. Ça énerve M. Macron. Il envoie un procureur me demander pourquoi je porte le boubou que Nana m'a donné. Parce que c'est ça, hein. Le procès que Macron me fait faire, c'est pourquoi moi, quand ma sœur militante africaine m'envoie ce boubou-là, pourquoi je le porte? C'est vraiment ça la question. On a été coupé côté YouTube parce que l'énergie, malheureusement, c'est... La machine s'est déchargée. Je m'excuserai auprès de mes amis. Je reposterai la conclusion. Donc, en fait, ils sont dans une logique du 2 poids 2 mesures. Pour eux, nous, on n'a pas le droit de vivre dignement. On n'a pas le droit de s'aimer. On n'a pas le droit de se soutenir. On n'a pas le droit d'être solidaires. Hein? Nous, les Africains, il faut qu'on se déteste. Il faut que nous, les Africains, on se combatte tout le temps. Il faut que nous, les Africains, nous livrions les uns les autres aux prédateurs. Là, ça va. Mais quand les Africains se rassemblent, comme disait la chanson, eh ben, ça fait mal à quelqu'un. Quand nous sommes contents, ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement est un dérangement. Tout arrangement est un dérangement. Quand tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Il faut que nos juges condamnent tous ceux qui sont coupables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, et qui sont des autorités étrangères et qui vivent encore. Il faut les juger. Même si ceux qui sont morts, il faut les juger et les condamner. C'est trop facile. C'est trop facile que ces gens-là aient organisé des scènes de barbarie en Afrique et qu'ils s'en sortent avec une virginité dans leur CV. Il faut que dans leur extrait de casier africain, on fasse la liste de tous leurs crimes. Et on met ça dans les livres d'histoire. On évalue les réparations que eux ou leurs descendants, leurs héritiers doivent payer. Et on met ça dans les livres d'histoire. Et comme ça, ils savent, si jamais ils viennent à retraverser comme Nicolas Sarkozy, que dès qu'ils traversent, on les prend, on les met au gnouf, on dit payer d'abord en nombre d'années, payer d'abord en nombre de réparations avant d'espérer autre chose. Il faut que la justice travaille. On a formé des magistrats. Donc, depuis tout le temps que ce fameux Nassim Ouassra n'arrêtait pas de faire la propagande en faveur des groupes terroristes sur les médias ici en France, qu'est-ce qu'on attendait pour le traîner en justice? Il y a un autre hibou là à Dakar, Serge Daniel. On attend quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour aider à répandre la propagande terroriste? Il y a un autre ici à Paris, Marwan Ben Yamed. Qu'est-ce que nous on attend en Afrique? Marwan, qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme reportage tendancieux ayant pour but de fragiliser le moral des populations? Pourquoi Jeune Afrique a été interdit? Pourquoi la plupart de ces chaînes ont été interdites? C'est bien parce qu'elles avaient posé des actes qui sont susceptibles d'appréciation judiciaire. Donc j'en appelle à féliciter le Burkina, le Mali et le Niger, qui nous font honneur et qui montrent que en Afrique, mais on va vous poursuivre. Vous voulez nous poursuivre, non? Poursuivez-nous, on vous poursuit en Afrique.
On va se poursuivre sur la terre ici. Vous nous poursuivez en Europe, on vous poursuit en Afrique. Avant, c'était CPI, on va vous poursuivre en Afrique. Nous aussi, on va avoir notre CPI en Afrique, là-bas, on vous poursuit. Il n'y a pas que vos juges qui savent être au service de la cause et de leur intérêt, de l'intérêt de leur peuple. Il y a aussi les juges africains. Il est temps que les juges africains fassent leur travail. Je félicite la justice malienne. Je félicite la justice burkinabé et la justice nigérienne qui prennent leurs responsabilités en main. Frères et sœurs magistrats, n'attendez plus. Une puissance étrangère, une autorité politique étrangère viole nos lois, commet des crimes contre nous. S'il vous plaît, saisissez-vous de l'affaire. C'est votre travail. L'État vous a envoyé à l'école pour ça. Donc, ce que je vois Israël faire en Palestine, là, en toute impunité, il ne faut pas que nous laissions à nouveau faire ça contre l'Afrique. Nos magistrats doivent être alertes. Nos armées doivent être alertes. Nos peuples doivent être alertes. Nos intellectuels doivent être alertes. Nous ne devons plus accepter d'être sacrifiés. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Vous avez été nombreux. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.